Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation, hein. C'est avec plaisir que 11h11 participe aujourd'hui. Donc voilà, je vais passer rapidement sur la présentation, mais on est donc une agence de communication, comme disait David. On s'occupe vraiment de toutes les parties de la communication d'une entreprise, que ce soit en interne ou en externe. On a différents corps de métier que sont le design, le graphisme, donc tout ce qui est impression sur tout support, que ça aille de la petite carte de visite à la refonte de chartes graphiques jusqu'à l'impression sur véhicule ou du grand affichage publicitaire. On fait également donc du web design qui est plus ma partie à moi, donc création de sites internet, d'applications mobiles. On fait toute la partie aussi référencement naturel et payant qui va donc être le sujet d'aujourd'hui. Et puis aussi de l'accompagnement sur les réseaux sociaux pour les entreprises. Donc, le sujet du jour, le référencement payant, une solution pour booster sa visibilité. Donc, la portée de cette réunion aujourd'hui, c'est de vous présenter les grandes lignes en fait, des différents outils qui existent. Ça ne va pas être de rentrer dans le vif du sujet et de voir en détail comment on utilise exactement ces outils, parce qu'honnêtement, sur 2 heures, on n'aurait vraiment pas le temps de voir tout ça de la bonne manière. Donc, on va commencer par un premier concept qui est le SEM, le Search Engine Marketing. Donc, c'est tout ce qui est marketing sur les moteurs de recherche. Donc, on a différents moteurs de recherche que vous connaissez sûrement. Donc, le principal est Google. On en a également d'autres que sont Bing, Yahoo, etc. Et donc, dans ce SEM, il y a deux parties qui composent ce type de marketing. Il y a le SEO, dont certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler. C'est tout ce qui est référencement naturel. Et le SEA, qui est le sujet d'aujourd'hui, le référencement payant. Donc, à savoir que l'un ne va pas sans l'autre. Il ne faut pas forcément les opposer. Ils peuvent très bien fonctionner ensemble. C'est juste qu'ils ont des modes de fonctionnement différents. Donc, un petit rappel sur les SEO, pour ceux qui connaissent déjà, c'est peut-être déjà des notions que vous maîtrisez éventuellement, mais je pense que c'est intéressant quand même de pouvoir différencier ces deux types de concepts. Oui, c'est comme en peinture, il faut mettre plusieurs couches. Donc, vas-y, Voilà, pas de souci. Ouais. c'est ça. Donc, petit rappel sur les SEO, donc ça signifie Search Engine Optimization, donc ça signifie en français optimisation pour les moteurs de recherche, tout simplement. Donc, c'est tout ce qui va être les techniques en fait qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur un site internet pour améliorer son positionnement et idéalement ressortir en première page, même si c'est pas toujours évident, hein, selon la concurrence, selon plein de critères différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le référencement naturel est gratuit à mettre en œuvre. Alors, je précise entre parenthèses hors prestation, hein, si vous passez forcément par un prestataire qui s'en occupe, il y a forcément la prestation à régler. Mais à part ça, vous ne devez pas payer d'argent à Google, ça se fait naturellement. C'est tout ce qui est les robots d'algorithmes de Google qui vont parcourir les sites Internet, qui vont pouvoir déterminer en gros votre positionnement sur les résultats de recherche. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est très important par rapport au SEA, ce qui va différencier du SEA, pardon, c'est que c'est un travail sur le long terme, le SEO. Vous n'aurez pas de résultats dès que vous aurez entrepris les premières actions. C'est pour ça que je précise en bien gros sur ce slide, il n'est pas possible d'être en première page dès la mise en ligne de votre site. Donc, c'est un concept qui n'est pas toujours facile d'expliquer aux clients. Il y en a certains qui pensent que simplement faire une refonte d'un site internet ou d'en créer un, hop, je vais apparaître en première page, c'est facile. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est un travail vraiment qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour pouvoir espérer, je dis bien espérer, apparaître dans les premiers résultats de recherche. Et puis c'est Google qui a les clés de sa maison en plus, donc au niveau de l'algorithme et des modes d'affichage, c'est vraiment lui qui définit les règles, quoi, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, il reste en plus assez secret sur cet algorithme. C'est-à-dire qu'on a les critères principaux qui vont être pris en compte, mais on n'a pas la règle exacte parce que ce serait trop facile, hein. Sinon, voilà, il n'y a pas la recette miracle. Et d'ailleurs, cet algorithme, il évolue au fur et à mesure du temps. Il y a de plus en plus de choses qui sont prises en compte, certaines qui l'étaient et qui ne le sont plus aujourd'hui.
Voilà, c'est un gros travail pour les prestataires, en tout cas, de faire de la veille sur ce genre de sujet pour savoir quelles sont les bonnes pratiques. Là, les pratiques de SEO pour aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 6 mois. C'est pour dire à quel point l'évolution est très rapide dans ce milieu. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur le long terme, comme je disais, avec un vrai accompagnement pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Et donc, en opposition au SEO, enfin plutôt pour travailler différemment, on a le SEA, qui est donc le référencement payant. Donc le SEA, c'est un acronyme qui veut dire Search Engine Advertising, donc la publicité sur les moteurs de recherche. Ça permet donc de faire des liens, des annonces sur différents supports commerciaux que je vais vous présenter par la suite, notamment sur le réseau Google. Donc, comme je vous le disais, c'est du référencement payant, c'est-à-dire qu'en plus de l'éventuel prestataire par lequel vous allez passer, il y a également un budget à allouer à vos campagnes de publicité. Ce budget, il fonctionne sous forme d'enchères. Alors, c'est un petit peu particulier parce que on ne peut pas quantifier à l'avance combien va vous coûter exactement votre campagne sur Google Ads. C'est un système d'enchères qui va dépendre de beaucoup de facteurs, notamment la concurrence sur le domaine dans lequel vous exercez. Ça peut également influer par rapport à la date, par exemple sur les fêtes de fin d'année, si vous vendez des cadeaux, des produits qui sont intéressants pour les fêtes, là vous avez forcément une concurrence beaucoup plus haute et donc des campagnes qui risquent de coûter un petit peu plus cher si vous souhaitez obtenir des résultats. Mais par exemple, par habitude, tu as une fourchette un peu de prix sur une période, parce que ça doit être vachement dur de présenter ça aux clients. Tu te dis, bah voilà, on ne sait pas combien ça va coûter, c'est bizarroïde. C'est vrai qu'on essaye de déterminer en fait un petit peu selon le secteur d'activité du Ouais, client, quel serait un budget correct de départ. La manière dont on procède d'habitude, c'est qu'on fait une petite campagne de départ pour pouvoir avoir des données à exploiter, pour avoir un semblant comment dire, de statistiques où on va pouvoir se dire, ah ben là, pour tant de clics, ça m'a coûté tant pour ma campagne. Et donc ensuite, une fois que la campagne test, qui va durer, on va dire, à peu près 2 semaines, a été effectuée, on va pouvoir réaliser la vraie campagne où là, on détermine le budget idéal pour atteindre les résultats optimaux sur la campagne. ok. Voilà. Et donc le dernier point du SEA, c'est que à la différence du SEO, on a des résultats immédiats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous postez une annonce sur Google Ads, vous avez un résultat tout de suite en première page dès l'instant que votre campagne est validée. Donc c'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre. Par exemple, dans le cas d'une création de société, d'une nouvelle entreprise, vous allez mettre en ligne votre site internet, votre référencement naturel va travailler donc sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les cas. Mais vous pouvez mettre un gros coup de communication en passant par le SEA pour apparaître tout de suite dans les premiers résultats de recherche. Alors, je te pose une question à chaud, Maxime. Est-ce que Oui. le SEO, est-ce que le SEA pousse le SEO ou ça reste cloisonné sur ce qu'on disait tout à l'heure? Alors le SEA ne va pas pousser le SEO, si ce n'est peut-être dans le sens où ça va potentiellement générer quelques visites sur le site internet, ce qui est l'un des critères dans l'algorithme Google. Donc ça va pouvoir influer, mais très très légèrement. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut quand même avoir de base un SEO bien travaillé pour ensuite avoir une campagne SEA efficace. Ça va permettre en fait à Google de faire la différence et de dire ben, cette campagne-là de SEA, elle est pertinente avec le site internet ciblé. Ça va permettre de faire la concordance entre les mots-clés des différentes campagnes vis-à-vis du site internet. Ok. Alors, je te pose une question de Cécile qui nous dit est-ce que Google peut pénaliser si on ne fait pas de pub? Alors là, pas du tout. Justement, c'est Ouais. vrai que c'est une question qui revient régulièrement et ce serait un petit peu douteux comme pratique, honnêtement. Donc non, vous n'êtes pas du tout pénalisé si vous ne faites pas de publicité. C'est vraiment deux secteurs gérés différemment
Et ce serait à la limite de l'illégalité, à mon avis, si Google agissait de cette manière-là. Donc, vous pouvez très bien avoir un référencement naturel au top du top, apparaître en première page, sans avoir jamais fait de SEA. Donc, ensuite, pourquoi on va parler principalement de Google aujourd'hui? C'est assez simple. Là, je vous montre quelques statistiques des parts de marché des moteurs de recherche en France. Google, c'est quand même plus de 91%, tout appareil confondu, donc c'est-à-dire PC, téléphone, tablette, etc. Donc, on voit que le reste des moteurs de recherche, ça représente une part assez minime par rapport à Google, qui est un géant aujourd'hui. Et dans le monde, on a plus ou moins la même tendance. On est même à plus de 92% cette fois dans le monde pour Google. Donc, en termes de SEA, on a différentes notions. Donc, la première dont on va principalement parler aujourd'hui, c'est au niveau des moteurs de recherche, comme sur Google par exemple. Et on a aussi tout ce qui est SEA sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qu'on va voir dans un second temps aujourd'hui. Pour ce qui est du SEA des moteurs de recherche, on a deux acteurs principaux que sont Google Ads. Ça représente quand même un réseau énorme qui touche quasiment la totalité des internautes dans le monde, ce qui est quand même pas négligeable, hein. On a Google, YouTube, Google Play, les sites web et applications partenaires. Donc, je pense que même sans vous en rendre compte, vous êtes confronté quasiment tous les jours au réseau de Google. Et donc, le principal concurrent, c'est Microsoft Advertising. Donc, ça vient donc du groupe Microsoft qui a racheté plusieurs sociétés, notamment Yahoo, AOL, MSN, que vous avez sûrement connu, qui avaient quelque part de marché un petit peu plus grande dans le passé, mais qui aujourd'hui reste assez minime. Mais finalement, ils ont réussi à se construire un réseau qui n'est pas négligeable aujourd'hui, mais qui reste quand même bien inférieur à Google en concurrence. Et donc, comme je vous disais, on a aussi tout ce qui est SEA sur les réseaux sociaux. Donc, on a le principal leader aujourd'hui qui est le groupe Meta, qui englobe Facebook, Instagram notamment. Il y en a aussi d'autres comme WhatsApp, par exemple. Mais on a dans la globalité une régie publicitaire sur chacun des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que selon votre cible idéale, vous allez peut-être privilégier plus ou moins l'un des réseaux sociaux qui va être listé ici ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y en a pas que 5. On est assez envahi aujourd'hui. Voilà. Donc, comment choisir avec toutes ces options? C'est vrai que ça fait quand même pas mal de choix possibles. Donc, pour choisir la bonne solution SEA, ce qu'on préconise, c'est de privilégier le plus grand nombre d'utilisateurs, d'une part. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Google et Facebook ont les plus grosses parts de marché, hein, c'est que ça touche énormément de monde. Mais aussi, il ne faut pas oublier, il faut déterminer sur quel réseau notre cible est présente. Si vous faites de la publicité sur Facebook alors que vous vendez un produit destiné aux adolescents, ça risque d'être compliqué, par exemple. On va plus privilégier du TikTok qui est plus réparti au niveau de l'adolescence plutôt que Facebook. Donc là, on va rentrer un peu plus dans du concret sur la partie Google Ads. Donc, il faut bien différencier. Dans Google Ads, on a deux réseaux différents, le réseau de recherche et le réseau display. Donc, le réseau de recherche, c'est vraiment basiquement tout ce qui va apparaître lorsque vous faites une recherche sur Google. Ceux qui utilisent régulièrement cet outil, vous pouvez voir, il y a tout ce qui est Google Maps, Google Shopping. Mais ça peut aussi inclure quelques sites partenaires du réseau de recherche. Ça reste assez anecdotique. C'est plus au niveau du réseau display que ça va être important. Et donc, au niveau du réseau display, on a YouTube, qui est le réseau social le plus utilisé au monde aujourd'hui. Mais on a aussi quelques autres outils que Google utilise, donc Blogger, Gmail. Vous avez peut-être déjà vu, si vous avez une boîte Gmail, quelques publicités apparaître en haut de page avant vos vrais emails. Ça peut surprendre des fois.
et aussi la plus grosse partie du réseau display. Donc, ce sont les sites partenaires du réseau display. Donc, on va voir ça un petit peu en détail un peu plus tard. Donc ça veut dire que quand on pense à faire une campagne, il va falloir déjà se poser la question de savoir où on veut qu'elle apparaisse, en fait. Parce que je pense que la plupart des gens qui nous suivent aujourd'hui se disent, voient le réseau de recherche en définitive, mais ouais, en fait, il n'y a pas que ça, quoi, en définitive. Ben, en fait, ça va dépendre un petit peu de la portée de notre campagne. Il y a plusieurs intérêts selon le réseau utilisé, à savoir que l'un ne va pas sans l'autre non plus. On Hmm. peut très bien réaliser une campagne sur les deux. Après, sur le réseau de recherche, on va plutôt privilégier une campagne qui va cibler des utilisateurs qui ont déjà une intention d'achat, une intention de recherche en fait. C'est-à-dire que pour tomber sur votre annonce, il faut forcément que l'utilisateur tape une recherche dans Google. C'est-à-dire que dans le processus marketing, son achat, il n'est pas loin. Vous allez potentiellement avoir une cible très qualifiée parce que son intérêt, il est exprimé sur le moteur de Hmm. recherche. Par contre, sur le réseau display, ça va surtout jouer sur la notoriété de votre marque. On va visiter un site lambda un petit peu en raccord avec votre activité. Et puis là, on voit un encart visuel qui parle de vos services ou des produits que vous vendez. Mais l'utilisateur ne sait pas encore qu'il veut venir acheter chez vous, mais par contre, ça peut susciter l'intérêt. Donc finalement, ça peut à la fois créer un intérêt chez l'utilisateur dans le réseau display, et ensuite, quand le processus d'achat est un peu plus avancé chez lui, on passe par le réseau de recherche pour concrétiser la vente. Ouais. Ouais, ça peut aussi faire le lien avec avec une notoriété locale ou un paysagiste, par exemple, qu'on connaît parce qu'on voit sa camionnette tourner sur le secteur, on le voit sur le réseau display en se disant, tiens, il fait de la pub, ça peut aussi montrer aussi que l'entreprise est vachement présente, quoi, en fait. Exactement, oui, Ouais, ça ouais, donne un goût de sérieux en fait ouais, ouais, c'est ça. et de concret. On a une vraie entreprise derrière qui dépense de l'argent, qui se Hmm. donne les moyens d'avoir de la visibilité. Donc, indirectement, ça donne confiance aussi Ouais. voilà, à l'utilisateur final. Donc, on va commencer dans l'ordre, hein. On va voir un petit peu ce qui concerne le réseau de recherche. Donc là, je vous ai fait une petite présentation d'une page de résultats de recherche simplifiée, hein, pour ceux qui y vont régulièrement. Il y a quand même un peu plus d'éléments, mais on va voir par la suite. Donc, basiquement, on a les résultats payants qui arrivent en haut, donc tout ce qui est campagne SEA, et ensuite les résultats organiques. Donc là, c'est tout ce qui concerne le référencement naturel, SEO, qui vont apparaître ensuite. Donc on voit que tout de suite les annonces sont quand même les plus visibles par rapport au SEO. Donc une petite définition du réseau de recherche quand même. Donc il s'agit d'un groupe de sites web liés aux recherches sur lesquels vos annonces et vos fiches produits gratuites peuvent être diffusées. Les annonces qui sont diffusées sur le réseau de recherche peuvent s'afficher à côté des résultats de recherche sur d'autres sites Google. Donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, Maps, Shopping, Google Images par exemple, ainsi que sur les sites partenaires du réseau de recherche de Google. Le réseau de recherche fait partie du réseau Google qui désigne toutes les pages web et applications pouvant accueillir vos annonces. Et donc là, pour que ce soit un petit peu plus concret, on va voir un exemple directement sur ce slide. Donc, on voit qu'en position numéro 1, on a la requête de recherche de l'utilisateur. Donc là, on a tapé cours fitness Belfort. Voilà, je suis intéressé pour me mettre au sport. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, on a l'intention de recherche qui est exprimée sur Google. Et directement en position numéro 2, on voit qu'on tombe sur une annonce Basic Fit Fitness. Voilà, donc on voit que c'est la top annonce qui sort. Donc, probablement ceux qui ont mis l'enchère la plus haute pour pouvoir ressortir idéalement dans les résultats de recherche. Ensuite, si on scrolle un petit peu plus sur la page, en position numéro 3, on voit toutes les salles de sport qui sont autour de moi grâce à Google Maps. Donc là, ça reste un type de référencement naturel. On ne va pas trop s'étendre là-dessus aujourd'hui. Ouais, on en a déjà parlé dans la semaine du numérique, c'est la notion de fiche établissement.
Donc, Ah ben, c'est parfait, voilà. ouais. Comme ça me fait un petit peu moins de choses à dire, c'est bien. En numéro 4, donc, on a les résultats SEO, référencement naturel, hein. Donc, on voit quand même que ça arrive seulement en 4e position, ce qui reste quand même assez loin. Et en position numéro 5, juste avant la pagination, pour passer à la page numéro 2, on a encore un petit encart d'annonce. Donc, tout va dépendre selon les recherches que vous allez effectuer, hein. Ce n'est pas systématiquement la même présentation. Mais on a souvent quand même un deuxième encart d'annonce sur le bas de page qui est quand même assez visible, mine de rien. On pourrait penser que ce serait dommage de payer pour apparaître tout en bas de la page, mais finalement, c'est quand même la dernière chose qu'on voit avant de quitter la page. Ouais. Alors que tous les résultats de recherche de référencement naturel sont en plein milieu de la page et forcément, ils ressortent moins. Et donc là, je vous ai fait un deuxième cas concret de recherche, un petit peu différent cette fois sur de l'achat de produits. Donc là, simplement une recherche acheter téléphone. Et cette fois, on voit apparaître le petit encart Google Shopping, donc qui permet de lister les produits mis sous forme d'annonce. Ensuite, juste en dessous, en numéro 3, on retrouve le Google Ads classique du réseau de recherche. Et enfin, en numéro 4, on retrouve les résultats en référencement naturel. Donc sur le 1, enfin sur le 2, Maxime, ça se passe comment? C'est-à-dire que ce sont les annonceurs qui achètent ce truc-là, ou en fait c'est, enfin, quand je dis ce truc, cette fiche produit en fait sur Google, ou c'est en fait il va les rechercher en référencement naturel? J'ai bien une idée de la réponse, mais Alors en fait, Google Shopping, ça regroupe un petit peu les deux concepts. On a quand même une partie en naturel qui va permettre, quand vous allez dans le petit onglet Shopping que vous voyez peut-être juste ouais, en dessous de ouais. la barre de recherche, où là, ça va vraiment lister tous les produits référencés sur Google Shopping. Mais ensuite, en annonce, sur la page principale de résultats, là où on se situe actuellement, c'est uniquement ceux qui ont déterminé un budget d'annonce Ouais. pour leurs produits. Voilà. Donc, je vous avais parlé un petit peu du réseau display. On va voir un peu plus en détail cette fois. Donc, il s'agit d'un ensemble composé de plus de 2 millions de sites web, de vidéos et d'applications où vos annonces peuvent être diffusées. Les sites du réseau display touchent plus de 90% des internautes dans le monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a quand même une portée assez énorme. Alors, Ouais. forcément, 90%, c'est dans le cas où vous avez un produit que vous souhaitez vendre dans le monde entier, par exemple, ce qui est quand même assez rarement le cas. Mais voilà, c'est pour Dans appuyer. l'artisanat, on adorerait, mais ouais. Oui, ouais, forcément, ce serait bien. Ce serait bien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour appuyer sur tout le potentiel de ce réseau-là. Donc, vous pouvez utiliser le ciblage pour diffuser vos annonces dans des contextes particuliers, comme les activités de plein air ou voilà, sur un site de news, par exemple, auprès d'audiences données. Donc, ça, c'est ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir délimiter votre audience selon les données démographiques, les centres d'intérêt, etc. Et aussi limiter par zone géographique. Justement, comme je vous disais, cibler tout le monde, c'est très rarement nécessaire. On va pouvoir cibler de manière locale si vous avez un établissement physique, par exemple, sur lequel vous voulez attirer de la nouvelle clientèle. Là, vous pouvez dire 30 km autour de la ville où j'ai ouvert mon établissement, je vais garder cette cible-là, en plus des différents éléments comme les données démographiques qu'on a vu un petit peu avant. Ouais, parce que ça, c'est vachement pertinent. Nous, dans l'artisanat, on est vraiment pour la plupart sur du commerce, entre guillemets, de proximité. Donc, pouvoir Exactement, oui. cibler une zone géographique, c'est primordial, quoi. C'est ça, c'est l'idéal, Mm. même si certains artisans peuvent prendre position et dire je veux quand même agir sur le niveau national, éventuellement. Après, c'est vrai qu'international, ça reste encore un autre niveau. Mais j'en connais certains qui ont voulu se positionner sur un niveau national et ça a pu fonctionner pour eux Mm. parce qu'il y avait peut-être un marché un peu de niche, justement, pas forcément un établissement physique non plus. Donc voilà, dans une stratégie de site e-commerce, par exemple, là, ça devient intéressant de partir sur du national, par exemple. Mm. Donc là, je vous montre un petit exemple sur un site web partenaire du réseau Display. Donc, je suis convaincu que l'entièreté d'entre vous a déjà été confrontée à ce réseau-là.
Donc, tout simplement, on arrive sur un site et là, on voit 2 encadrés bleus qui représentent les encarts publicitaires prévus par Google. Donc, voilà, on a un bandeau supérieur et un bandeau sur le côté. Donc, ça, c'est juste un exemple, mais vous avez des dizaines de formats différents qui peuvent apparaître sur tout support. Mais donc, on a aussi plusieurs autres canaux, dont YouTube, qui, comme je vous disais, est aujourd'hui pas négligeable parce que c'est le réseau social le plus utilisé aujourd'hui. Si vous consommez un peu de vidéos YouTube, vous êtes peut-être même agacé, moi le premier, hein, mais on a des publicités tout le temps. Hein, que ce soit avant une vidéo, en plein milieu, même à la fin, parfois, même quand la vidéo est terminée, ça n'arrête pas. Mais voilà, c'est quand même très, très marquant comme canal. Il y a un petit peu Gmail, comme je vous disais tout à l'heure, même si là, je suis un peu moins convaincu honnêtement de l'impact, mais ça peut encore s'appliquer dans certains cas. Et pour tous les utilisateurs de smartphone, on a le réseau display sur application mobile. Donc là, c'est pareil. Hein, aujourd'hui, la quasi-totalité des applications qu'on utilise sont gratuites, que ce soit des jeux, des applications, des outils, etc. Mais par contre, vous avez systématiquement quasiment des pubs qui apparaissent en plein milieu ou parfois au lancement ou sous forme de bandeau, là, comme sur le slide, pour que ce soit un petit peu plus discret. Donc, c'est grâce à tous ces canaux de diffusion que Google arrive à toucher 90% des internautes dans le monde. Donc, pour appuyer un petit peu sur les différences entre les deux réseaux, donc le réseau de recherche et le réseau de display. Sur le réseau de recherche, on a des annonces textuelles uniquement, même si visiblement ça tend à changer un petit peu parce que là, Google nous permet d'intégrer quelques petits visuels, même si ça reste moins impactant que sur un réseau display. C'est quand même principalement du texte. Comme je te disais tout à l'heure, David, on a une intention de recherche en fait sur le réseau de recherche. Le client potentiel recherche déjà le produit ou le service que vous vendez. Ouais, ça veut dire qu'il est déjà intéressé, il s'est déjà renseigné ou il a déjà vu le nom du paysagiste dont on parlait. Ouais, donc il recherche, donc ça veut dire qu'il est intéressé. C'est ça, exactement, oui. Ce qui est bien sur ce réseau, c'est qu'on a en général un volume de recherche élevé pour les mots-clés choisis. C'est-à-dire que vous avez potentiellement une grande audience aussi qui va pouvoir vous trouver. Et surtout, l'avantage principal, c'est que vous avez peu de risques au niveau de la cible. Si vous choisissez bien vos mots-clés, vous êtes quasiment sûr de toucher un prospect qualifié en fait, qui va au moins être intéressé par votre produit et dans le meilleur des cas, bien sûr, ce qui est le but, c'est d'acheter votre produit justement. Et le dernier point du réseau de recherche, c'est que ça reste un budget abordable vu qu'on est sur de l'annonce simple sous forme de texte. On a quand même des budgets qui sont, je dis bien en général, moins conséquents que sur du réseau display où là, on a quand même du visuel à mettre en avant. Donc, c'est aussi à prendre en compte pour ceux qui veulent faire de la publicité, mais qui n'ont pas forcément les moyens de mettre le paquet, comme on dit. Ouais. Juste une question, Maxime. Tu as un slide prévu sur le paiement, enfin, sur le paiement ou sur la rémunération de la pub ou on peut en parler comme ça? Sur la rémunération, c'est-à-dire Comment ça marche en fait? Depuis le début de la présentation, tu parles d'enchères, tu parles oui. d'enchères. Comment ça se paye en fait la pub sur Alors, Google? j'ai pas de slide Super. particulier, même si on reviendra légèrement dessus par la suite. Mais pour expliquer en gros le concept, on va surtout définir un coût par clic sur votre annonce. Donc, c'est un coût par clic limite. On va pouvoir, par exemple, dire je veux au maximum dépenser 1,50 € pour qu'un utilisateur clique sur mon lien. Donc, ça, c'est l'enchère que je détermine. Ouais. Si mon concurrent, de son côté, dit ben, moi, je suis prêt à mettre jusqu'à 2 € par clic pour qu'on aille sur mon lien, et ben là, il y a de fortes chances, enfin, en tout cas, il va plus souvent ressortir dans les premiers résultats que vous, vu que votre enchère sera un petit peu plus basse.
D'accord. Et donc, et après, alors quel est le budget max? Parce qu'en fait, ça peut, enfin, ça peut coûter complètement l'entreprise, un truc comme ça. Oui. C'est-à-dire que si tu mets pas de limite, c'est un fond perdu, quoi. C'est un puits. Voilà, ben, après, voilà, on va pouvoir limiter le budget quotidien dépensé. C'est le principal moyen par lequel on peut limiter notre campagne. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'en termes de budget, pour donner une estimation, on conseille quand même de partir sur une campagne de test pour 2 semaines avec un budget au moins de 150 € à dépenser sur Google Ads. Ok, ouais. Voilà. D'accord. Euh, Après, sur une campagne réelle, cette fois, donc plus la campagne test, ça peut aller du simple au quintuple, en fait. Hmm. Il y a tellement de cas différents que c'est pour ça que je ne m'étends pas trop sur le sujet, parce que tous les cas sont vraiment très particuliers et c'est très difficile de déterminer et de donner des montants, même si je sais Oui, que oui, c'est oui, oui. plus. C'est surtout le principe, si tu veux, Mm, qui nous intéresse, en fait. C'est pas tant effectivement le montant, oui. parce qu'on se doute bien que d'une activité, d'un secteur à l'autre, ça Mm. peut, d'une période à l'autre, ça peut changer, mais au moins le principe de fonctionnement. Voilà, bah, c'est pour ça que nous, en tant que prestataire de notre côté, quand on propose ce type de prestation, on va vraiment partir sur un forfait global qui comprend à la fois l'accompagnement, mais aussi le budget à dépenser chez Google. Ce qui fait que nous, on se fait une estimation moyenne de notre côté pour arriver à s'y retrouver tout en prenant notre part par rapport au temps passé Hmm. sur la campagne, pour que ça reste quelque chose d'assez lissé sur le temps de la campagne pour le client. Pas qu'on ait des montants qui vont être 150 € le premier mois et puis 650 € le mois suivant et on retombe Hmm. à 50 €. Voilà, dans l'idée, on essaye de lisser au maximum. Ok. On a une question de Virginie aussi sur la date de fin de campagne. Est-ce qu'il y a des champs où on définit une date de début, date de fin? Oui, en effet. Donc, on a deux possibilités. Soit on laisse tourner la campagne constamment tout au long de l'année et puis on l'arrête quand on souhaite. Donc, on peut l'arrêter simplement en la mettant en veille et puis la réactiver quand on a de nouveau du budget à mettre dessus. Ou alors, on peut même planifier des campagnes à l'avance. Ça se fait beaucoup, bah, justement, pour tous les moments importants dans l'année, hein, notamment au niveau des fêtes. Ouais. Là, voilà, pour la période, on va dire, à partir de novembre jusqu'à fin décembre, on va tabler sur Noël et mettre un peu plus sur une campagne. Et ben là, on peut très bien dire, ma campagne va durer du 1er novembre au 25 décembre et elle va s'arrêter automatiquement à ce moment-là. Ok. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail du réseau display, donc à la différence du réseau de recherche, on peut bien intégrer des visuels, donc de l'image et aussi de la vidéo, en plus des textes. Donc, comme je disais, le réseau de recherche intègre aussi maintenant un petit peu de visuel, mais quand même pas de la même manière que sur le réseau display où c'est beaucoup plus mis en avant. Et comme on discutait encore une fois ensemble tout à l'heure, on n'a pas d'intention de recherche en général, ça suscite l'intérêt plutôt dans le processus d'achat. Hmm. Donc, les annonces, elles sont en général diffusées sur des sites en rapport avec les mots-clés qu'on a choisis dans notre campagne. Ça développe la notoriété de la marque et ça permet aussi de faire du remarketing ou du retargeting, selon le terme qu'on préfère. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce aux outils de Google, déterminer qui a déjà visité votre site auparavant. Et ensuite, quand il va continuer sa navigation sur d'autres sites peut-être concurrents, eh ben, s'il y en a encore Google Ads sur ce site-là, potentiellement, votre publicité va pouvoir ressortir. Donc, c'est un peu dans l'idée de la publicité. On n'achète pas la première fois qu'on voit une publicité. Par contre, une fois qu'on l'a vue 5, 6, 10, Ouais. 15 fois, il y a plus de chances que la personne achète. Donc, c'est pour garder cette logique-là. Hmm. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a un risque un peu plus élevé au niveau de la cible. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez toucher des personnes qui ne sont pas forcément intéressés par vos produits. Et on a aussi des budgets qui sont plus conséquents à prévoir. Forcément, on a des publicités qui sont beaucoup plus visibles, presque intrusives, hein, parfois, il faut dire ce qui est. J'espère que Google n'écoute pas parce que sinon, On l'a pas invité. On l'a pas invité. ça va.
Et du coup, on touche beaucoup plus de personnes, mais forcément, on a aussi des budgets un peu plus conséquents à prévoir. Mais voilà, c'est aussi un choix à faire pour développer la notoriété de votre marque. Donc là, on passe un petit peu sur la structure d'une campagne Google Ads. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut créer plusieurs campagnes dans un compte Google Ads. On en parlait juste avant, ça peut être sur des moments intéressants, hein, lancement de magasin, fête de fin d'année, voilà, des campagnes qui auront des annonces qui sont un petit peu différentes, qui n'auront pas forcément les mêmes mots-clés. Il y a peut-être des promotions que vous voudrez mettre en avant à certaines périodes de l'année, etc. Donc, c'est intéressant de faire des campagnes différentes. Et dans chacune de ces campagnes, vous allez créer des groupes d'annonces. Donc, un groupe d'annonces, ça peut être un type de produit. Je pense notamment aux artisans qui peuvent avoir peut-être plusieurs gammes de produits. Et bien là, ça va être intéressant d'avoir plusieurs groupes d'annonces pour pouvoir vraiment cibler une audience qui est intéressée par une de vos catégories produits. Et donc, dans chaque groupe d'annonces, on va pouvoir créer plusieurs annonces. Donc, c'est là qu'on va paramétrer les titres, les textes, les visuels. Et c'est ce que verra votre client potentiel sur le réseau Google. Et donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, on a tous les mots-clés qui vont être déterminés. Donc ça, on va passer dessus sur un slide un peu plus loin. Mais vous allez déterminer des mots-clés pour chaque groupe d'annonces et ils vont être appliqués à toutes les annonces à l'intérieur de ce groupe. Voilà. J'essaye de rester assez simple. C'est bien, ouais. Mais voilà. Donc là, si je prends un exemple concret qui sera peut-être un peu plus parlant, là, j'ai pris l'exemple d'une plomberie sur Bon. Paris. Donc, On aurait préféré en Bourgogne-Franche-Comté, mais on ne va pas faire les difficiles. Hein. Ouais, bon. Donc, voilà, il propose plusieurs services différents. Donc, il crée plusieurs groupes d'annonces. Un premier groupe d'annonces, réparation de fuite. Un autre groupe d'annonces, débouchage. Et il y en a bien d'autres, hein, mais voilà, pour imager le sujet. Et dans chacun de ces groupes, il va pouvoir créer plusieurs annonces. Et tout en bas, on peut voir tous les mots-clés associés au groupe d'annonces. Donc, pour réparation fuite, j'ai fuite canalisation, réparation WC, fuite lavabo, fuite douche, etc. Voilà, pour imaginer un petit peu, le fait de mettre plusieurs groupes d'annonces, ça permet d'éviter que quelqu'un qui tape fuite canalisation tombe sur débouchage. Là, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc justement, on va passer sur la partie où on définit les mots-clés. Donc comment bien définir ces mots-clés pour une campagne? Dans un premier temps, il faut quand même connaître son audience un minimum. Hein. Il faut essayer de se mettre à la place de l'utilisateur et se dire qu'est-ce qu'il va taper dans la barre de recherche pour tomber sur mon produit ou sur mes services. Et on a deux types de mots-clés qui sont des mots-clés génériques et des mots-clés spécifiques. Donc les mots-clés génériques, ça va être tout ce qui touche d'assez loin à votre activité. Et les mots-clés spécifiques, ça va vraiment répondre à un besoin particulier de l'utilisateur. Pour déterminer ces mots-clés, on va voir ensuite, il y a Google qui propose un outil de planification des mots-clés. Donc ça va permettre de donner justement une estimation un petit peu de la partie enchère, du coût par clic, etc. Donc ça va être assez intéressant. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir entre 5 et 30 mots-clés maximum par groupe d'annonces. Ça ne sert à rien de trop s'éparpiller non plus. Il faut rester quand même dans un cadre assez restreint. Et une des clés pour avoir une campagne efficace, c'est d'avoir de l'amélioration continue. Pareil, je vais revenir dessus par la suite. Mais les mots-clés que vous allez définir en début de campagne sont très probablement amenés à évoluer au fur et à mesure de votre campagne. Donc ça, on peut les changer en cours de campagne. C'est ça que tu veux dire? Exactement. On Ok. va définir d'abord des mots-clés au départ, mais ensuite, selon les performances qui vont ressortir de cette campagne, on va pouvoir dire ce mot-clé-là n'est pas intéressant ou ne convertit pas le prospect, alors je le supprime. Mais par contre, il y en a un auquel je n'avais pas pensé qui va intéresser les gens, alors je le rajoute. Donc voilà, on a vraiment tout un travail de suivi aussi pour faire évoluer cette campagne.
Donc là, si je passe sur l'outil Google de planification des mots-clés, je vais vous présenter rapidement l'outil qui est quand même assez complexe, mais on va quand même voir les grands principes. Donc quand on arrive dessus, on peut voir pour trouver de nouveaux mots-clés. Je ne vais pas passer sur le deuxième bouton qui est obtenir le volume de recherche et les prévisions, parce que dans ce cas-là, c'est quand vous avez déjà vos mots-clés qui sont définis. Donc, ce n'est pas très intéressant dans notre cas. Là, ce qu'on veut, c'est trouver de nouveaux mots-clés. On se pose souvent la question, mais quels mots-clés je peux mettre dans une campagne ou même sur mon site en SEO, c'est aussi un sujet. Ouais. Comment trouver les bons mots-clés qui sont pertinents pour mon activité? Et puis souvent, nous, ce qu'on dit aussi aux entreprises, c'est le fait de ne pas tomber trop dans le jargon technique. Dans le jargon technique, et toujours, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, justement, c'est de toujours se mettre à la portée du client et qu'est-ce que le client va rechercher, quoi, en fait. C'est ça, il faut vraiment se mettre à sa place. Il ne peut pas deviner justement les termes techniques que vous allez utiliser. Lui ne les connaît pas. Donc, il faut vraiment s'imaginer, par exemple, je suis artisan, je produis des articles de maroquinerie, admettons. Il faut que je cible un utilisateur qui va dire acheter sac à main, par exemple. Ou, voilà, il faut vraiment rester sur des concepts très simples et basiques et des mots surtout que les utilisateurs vont rechercher d'eux-mêmes. Donc, pour définir les mots-clés via l'outil, on a deux onglets là sur le petit écran que je suis en train de vous présenter. Le premier qu'on est en train de voir, c'est en définissant manuellement les mots-clés. Donc, on va indiquer des produits, des services qu'on propose, et ensuite l'outil va calculer, faire des calculs, etc., pour voir faire des propositions de mots-clés qui seraient intéressants pour votre campagne. Sinon, il y a une deuxième partie qui est intéressante. Si vous avez déjà travaillé votre SEO sur votre site Internet, vous pouvez définir automatiquement les mots-clés en fournissant l'adresse de votre site Internet ou plus précisément de la page qui présente les produits que vous voulez mettre en avant dans cette campagne. Donc là, vous allez simplement mettre l'adresse et en faisant obtenir les résultats, si je vais un petit peu plus loin, ça vous liste directement tous les mots-clés qui ont été analysés sur votre page et qui ont été remaniés et qui sont potentiellement intéressants pour votre campagne. Génial. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des outils assez puissants de leur côté. Voilà. Et dans la planification des mots-clés, il nous donne aussi une option, c'est de pouvoir choisir la zone cible. Donc, on en parlait tout à l'heure, là, sur l'artisanat, c'est intéressant de pouvoir déterminer la zone géographique. Donc, on voit qu'ils ont un outil aussi très complet là-dessus. Là, par exemple, on peut voir sur la droite du slide que j'ai cherché Bourgogne-Franche-Comté. Je peux cibler directement toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on a même une indication de la couverture, c'est-à-dire du nombre potentiel d'utilisateurs qu'on va pouvoir toucher. Donc, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on a potentiellement 3 700 000 utilisateurs qu'on pourrait cibler. Alors, les utilisateurs, c'est quoi? C'est des comptes Google qu'ils estiment? Alors, c'est principalement du compte Google, oui. Voilà, ils prennent en compte toutes les données qu'ils récoltent sur nous dans les comptes Google. Et aujourd'hui, on a quasiment tous un compte Google, donc forcément, voilà, on a de fortes chances d'être ciblé par ce type de marketing. Je crois que j'avais fait un petit essai, voir si je ciblais simplement la France au niveau national, ça correspondait la couverture quasiment à la population française. Donc, c'est pour dire à quel point, voilà. Et donc, sur la gauche, par contre, vous pouvez voir un petit peu plus en détail. On peut cibler même par département ou par ville plus spécifiquement. Et là, on ne le voit pas ici, mais on peut cibler par rayon aussi autour d'une ville. Donc ça peut être intéressant quand on a un rayon d'activité de 40 km, admettons. Ça peut être intéressant aussi. Donc là, comme j'ai montré rapidement juste avant, on arrive sur la proposition de mots-clés. Donc peu importe le moyen par lequel on est passé, que ce soit par la définition de mots-clés manuelle ou par un lien vers le site Internet, on retrouve cette liste-là de mots-clés qui est proposée par Google.
Il y a plusieurs indicateurs à prendre en compte. Donc la première colonne, là, on a à chaque fois le mot-clé qui est proposé. Donc, je ne vous ai pas tout mis, hein. Il y a des dizaines de pages qui sont sorties, donc ça Oui, faisait j'imagine. Ouais. ça. On peut voir ensuite le nombre de moyens de recherche mensuels. Donc ça, c'est assez intéressant comme indicateur. Donc à savoir que là, je suis vraiment limité sur le territoire de Belfort. C'est pour ça qu'on a des résultats assez bas, mais si on était au niveau national, on aurait forcément des résultats plus élevés. Donc là, on voit que pour tous les mots-clés qui apparaissent sur la capture d'écran, on est entre 10 et 100 recherches mensuelles en moyenne sur chacun des mots-clés. Donc la perte de poids est un vrai sujet sur le territoire de Belfort, je vois ça. Apparemment, oui. Il y a un problème d'obésité morbide. Je pense que c'est pas que dans le territoire de Belfort. Je reviens sur les mots-clés, Maxime. Virginie nous pose une question, savoir si en cours de campagne, si on peut, est-ce que la modification dont tu parlais tout à l'heure de changer les mots-clés, est-ce que ça reste en cours pendant la campagne ou est-ce que ça se fait pendant que la campagne est active ou ça se fait en cours de diffusion? Ça peut se faire pendant les deux, justement, en fait. D'accord. C'est-à-dire que le changement va s'opérer immédiatement, même sur une campagne qui est déjà active, qui est déjà en train d'être diffusée sur les différents canaux. Dès l'instant que vous allez valider vos modifications, les mots-clés vont s'appliquer à votre campagne qui est déjà existante, même si elle tourne depuis 3 mois. OK. Voilà. Et là, donc je vous passe un petit peu les données du milieu qui sont un petit peu plus techniques et pas forcément intéressantes dans ce cas-là. Par contre, sur les 2 dernières colonnes, là c'est intéressant, on a des estimations d'enchères pour apparaître en haut de page. Donc là, comme on voyait tout à l'heure, le concept, c'est que l'enchère, ça va être l'argent que vous allez être prêt à dépenser pour avoir un clic de la part de l'utilisateur. Donc là, on voit quand même qu'on a des clics qui peuvent vite être assez élevés parce que quand même 2,35 € du clic, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas donné. Mais Ouais. voilà, sur tout ce qui est coaching sportif, salle de sport, etc., c'est un domaine très concurrentiel aujourd'hui. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a des salles de sport qui poussent un Ouais. peu partout dans toutes les villes. Donc Ouais, qui forcément, s'ouvre, qui se ferme. Ouais, c'est ça. Donc tout le monde se tire un petit peu la bourre pour les annonces, justement. Donc on est sur un domaine très concurrentiel qui coûte assez cher en termes de campagne. Voilà, donc on a des enchères en fourchette basse et en fourchette haute. Donc fourchette basse sur des périodes un peu plus calmes. Fourchette haute, là dans le cas d'une salle de sport, à la rentrée ou au mois de janvier, c'est clairement les 2 moments où on a le plus de recherches sur ce sujet. Donc ensuite, si on va un petit peu plus loin dans le concept, on peut également appliquer des extensions d'annonces. Donc, je vais détailler un petit peu tout ça. s'il te plaît. Donc, basiquement, on a vu tout à l'heure, une annonce, ça reste un titre, un texte de présentation. Quand on clique sur le titre, ça nous emmène sur le site internet et ça s'arrête plus ou moins là. Mais il y a quand même des annonces qui sont un peu plus complexes que ça. Donc l'utilité de ces extensions, c'est de pouvoir montrer un peu plus d'informations et surtout d'améliorer votre taux de clic, de conversion et le retour sur investissement. C'est-à-dire que les personnes qui vont cliquer sur votre annonce, plus elles voient d'informations, plus il y a de chances qu'elles soient intéressées par vos services si elles arrivent sur votre site. Donc on a tout ce qui est lien annexe, la première extension dont je voulais vous parler. Donc ça se caractérise par des liens supplémentaires qui se trouvent en dessous du lien principal. Donc ça peut être justement dans le cas d'un artisan, comme on disait, qui a plusieurs catégories produits, éventuellement vous allez pouvoir mettre plusieurs liens vers chacune des catégories en dessous pour que l'utilisateur se dise ah tiens, je cherchais un sac, mais finalement un portefeuille, ça peut m'intéresser aussi. Ou, voilà, ça permet de susciter un petit peu plus d'intérêt de cette manière-là. La deuxième extension importante aussi dont je voulais parler, c'est l'extension d'appel. Ce qui est très bien avec celle-ci, c'est que ça va vous mettre directement un bouton appeler sur votre annonce. Donc notamment sur mobile où là l'effet est immédiat, hein, clic sur appel,
Ça permet de vous joindre. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez paramétrer ce bouton d'appel pour qu'il concorde avec vos horaires d'ouverture. Parce que si vous avez quelqu'un qui recherche vos produits à 1h du matin et qui voit le bouton appeler, bon, ce serait un peu dommage qu'il vous appelle parce que soit il vous réveille, donc ça déjà c'est pas cool, soit il a cliqué sur l'annonce, il vous a appelé, vous n'avez pas répondu, mais vous avez payé quand même l'annonce, vous avez payé le clic. Donc voilà, là c'est intéressant de pouvoir justement paramétrer ces horaires d'ouverture sur l'extension d'appel. Ensuite, on a l'extension d'application. Donc là, c'est seulement dans le cas où vous avez déjà une application mobile à proprement parler, qui est disponible sur un store, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Ça permet d'inciter simplement au téléchargement de votre application. Je pense notamment au site e-commerce où c'est quand même plus sympa quand on est sur téléphone d'avoir directement l'application que d'aller visiter le site avec son navigateur mobile où ça se comporte un petit peu moins naturellement, on va dire. Là où ça va être intéressant justement pour nos artisans d'aujourd'hui, c'est l'extension de lieux. Donc, c'est à utiliser quand vous avez un emplacement physique que les personnes vont pouvoir visiter. Si vous avez un showroom, si vous avez un atelier ou un magasin, je conseille vivement d'utiliser cette extension-là. Ça fonctionne en concordance avec la fiche Google Business. Et donc, ça permet dans votre annonce de pouvoir mettre un lien pour vous retrouver directement, de pouvoir générer un itinéraire, de pouvoir avoir votre adresse, etc. Donc, celle-ci à bien retenir. Ensuite, j'avais mis les extensions d'accroche. Donc là, c'est une extension qui est un peu moins importante, mais qui reste quand même très utilisée. Ça permet de montrer les différences des produits ou des services que vous proposez. Par exemple, si vous proposez la livraison gratuite, là, c'est une extension d'accroche. Ça motive un peu plus de personnes à aller voir votre site. Si vous avez un service client 24 heures sur 24, une bêtise, mais voilà, ça pareil, c'est un gros point positif de ce que vous proposez comme service. Il faut le mettre en avant. Moi, j'ai mis 2 fois l'extension d'appel. C'est vraiment pour dire à quel point elle est importante. C'est malin. Ouais. Et donc, une dernière que je voulais vous présenter. Donc, il y en a d'autres. Il y en a, je crois, une douzaine à peu près aujourd'hui. Et chaque année, ils nous en sortent une ou deux nouvelles. Mais voilà, je suis resté sur les plus importantes. Et donc, on a l'extension d'avis. Donc là, c'est intéressant quand vous avez déjà une certaine notoriété sur Internet, que vous avez pu récolter pas mal d'avis clients, que ce soit directement sur Google, mais aussi sur d'autres organismes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de avis vérifiés, Trustpilot, etc. En fait, l'outil de Google va permettre de récupérer automatiquement les avis sur ces différents canaux. Et si vous avez une notoriété qui est déjà très bonne sur l'un de ces systèmes, c'est intéressant de la mettre en avant. Voilà. J'espère que c'est assez clair sur les extensions d'annonces. Ouais, c'est super. Ouais, top. Ça marche. Bon, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, là je vais m'étendre un peu plus, mais il faut de l'amélioration continue. C'est ça le secret d'une bonne campagne sur Google Ads. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de lancer simplement une campagne et de la laisser tourner. Vous avez 99% de chances de vous planter, honnêtement. C'est un travail qui a certes des effets immédiats, mais il faut quand même avoir un suivi très, très, très régulier pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Si vous payez des mots-clés pas pertinents du tout, c'est de l'argent que vous perdez et des clients que vous ne convertissez pas. J'ai eu un cas récemment avec un de mes clients qui voulait proposer des forfaits téléphoniques pour les professionnels, donc c'est-à-dire des lignes téléphoniques à installer dans les entreprises. Il avait lancé sa campagne Google Ads, mais il payait des budgets faramineux pour n'avoir que très peu de conversions. Donc, il nous a redonné le sujet. Quand j'ai regardé, le mot-clé qui prenait le plus d'argent, c'était forfait mobile. Alors, vous imaginez, forfait mobile, on a quand même des milliers et des millions de recherches là-dessus, mais pas forcément de la part de professionnels. On a n'importe qui, on a monsieur tout le monde qui va chercher le forfait le moins cher. Bien sûr. Ce n'est pas une cible qui l'intéresse. Lui, il veut vendre de la ligne téléphonique aux professionnels. Eh ben, il a perdu des
des milliers d'euros en fait parce que sa campagne était mal paramétrée. Donc c'est pour ça que le suivi est très 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 important pour avoir des résultats optimaux. Ouais. Donc dans cette amélioration continue, on va déjà voir un petit peu comment se passe le paramétrage d'une campagne, hein. Je vous montre ça rapidement. On ne va pas voir toute l'interface qui est beaucoup trop complexe pour voir ça en 2 heures, hein, honnêtement. Vous allez pouvoir définir les objectifs. Là, on en parlait tout à l'heure, on peut mettre la campagne en veille, hein. On a l'état de campagne qui est mis en veille ici, mais on peut très bien la réactiver quand on le souhaite. Ça évite d'en recréer une nouvelle à chaque fois. La campagne que j'avais pris en exemple, elle était diffusée sur le réseau de recherche, mais aussi sur le réseau display. Donc, encore une fois, pour appuyer que l'un ne va pas forcément sans l'autre, ça peut être intéressant de faire les deux. Donc voilà, j'ai masqué quand même les quelques zones, vu que c'était une campagne réelle d'un client pour la confidentialité. On peut voir qu'on avait un budget journalier limite, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on peut quand même mettre une limite haute de budget pour ne pas se retrouver avec des factures à 1 500 € quand moi je voulais sortir 300 € de budget de publicité il y a un mois. On a un type d'enchère qui a pour objectif de maximiser les conversions, donc on a quelques options disponibles là-dedans, mais en général on conseille simplement de maximiser les conversions. Sauf dans le cas d'une grosse société qui voudrait asseoir sa notoriété, où là, ça va être plus du taux d'impression, c'est-à-dire on ne va pas forcément miser sur les clics, mais plus sur le fait d'être confronté très régulièrement au nom de la marque. Donc, c'est surtout le taux d'impression qui va faire foi. Et ben justement, par rapport à la question de tout à l'heure, on a les dates de début et de fin de la campagne. Donc, la preuve est qu'on peut bien déterminer ces dates-là. Donc, voilà pour les infos lors de la création d'une campagne. Et toujours dans cette optique d'amélioration continue, on peut voir qu'on a des indicateurs pour voir, évaluer les performances de notre campagne. Là, j'ai repris l'exemple d'une campagne client, par exemple, dont on s'est occupé au mois d'avril. On peut voir que ça a généré 9 240 clics pour 331 000 impressions. Donc, on était assez satisfait du résultat pour le coup. Alors, ce qui est intéressant avec ce graphique, pourquoi j'ai choisi celui-ci, c'est parce qu'on a justement une belle image de l'amélioration continue de performance. Là, on était vraiment au début de la courbe sur une petite phase de test. Ensuite, on voit qu'on a un pic au niveau des clics et des taux d'impression. Donc, on peut se dire, ah super, ma campagne, elle fonctionne bien. Mais sauf que en échangeant avec le client, le taux de conversion n'était pas forcément optimal. Donc, en se rendant compte de ça, on a retravaillé cette campagne. Donc là, on voit que ça redescend en termes de clics et d'impression. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que le taux de conversion a vraiment augmenté entre-temps. Donc, on voit qu'il y a quelques semaines ensuite où ça se stabilise. Et enfin, en prenant en compte toutes les données, on a réussi à remonter à la fois le nombre de clics, le nombre d'impressions, tout en conservant le taux de conversion qu'on avait réussi à générer. Ce qui fait que là, on a vraiment réussi à atteindre une campagne optimale à la fin du mois d'avril. Oui, parce que quand ils cliquent, quand ils cliquent, ils n'ont pas encore acheté, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur le site, pour autant, ils n'ont pas encore acheté la presta ou le produit qu'il y avait derrière, quoi. C'est ça, exactement, Ouais. oui. Donc, il faut aussi évaluer ça. Ça, après, c'est des indicateurs où voilà, on a beaucoup d'indicateurs à disposition, mais ça implique aussi d'avoir un minimum de suivi en interne pour avoir le réflexe. Par exemple, comment vous nous avez connus quand la personne vient acheter chez vous. Ah ben, je vous ai vu dans les résultats de recherche Google, et puis là, vous vous dites, ah ben oui, ok, c'est la campagne qui a réussi à faire la conversion, donc ça a bien fonctionné. Ouais, il faut analyser derrière, quoi. Il faut analyser derrière. Voilà. Alors, on a juste une petite précision pour ceux qui nous suivent. Impression, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est les affichages à l'écran, en fait. C'est quand une campagne ou un site, ça s'affiche à l'écran. Oui, en effet, c'est vrai que je n'ai pas précisé, ça me paraît tellement naturel de Ouais, mon côté. Mais voilà, en effet, une impression, c'est égal à votre annonce qui apparaît une fois dans les résultats de recherche. c'est une fois unique.
C'est une Oui, fois par utilisateur unique? non, c'est une fois, C'est une fois, une quoi. impression. Ouais. Ouais, ok. Mmh. Voilà, donc là, on voit, je vous donne quelques données en plus, mais pour cette campagne-là, on a donc eu un coût de 134 € donc dépensés, chez Google, hein. Ça ne prend pas en compte forcément la part du prestataire, vu qu'on a effectué tout le suivi derrière. Mmh. Mais par contre, d'après les retours du client, il a eu, une génération d'affaires d'environ 15 000 € de son côté, pour 134 € dépensés sur, Google Ads. Ah ouais. Donc ce qui reste quand même un bel investissement pour le coup. Donc là, je vous montre un petit peu d'autres indicateurs sur cette même campagne. Je passe rapidement dessus, hein. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. On peut générer des rapports dans tous les sens, mais voilà, j'ai pas trop envie de vous perdre. C'est déjà assez complexe comme ça. Là, on peut voir dans le premier visuel qu'on a la liste des groupes d'annonces. Donc, Ah oui, comme on ce a que vu tu tout à montrais l'heure, tout à l'heure, ouais. Mmh. voilà. Et on a les performances par groupe d'annonces. Comme ça, on peut voir vraiment dans le détail ce qui a fonctionné et ce qui a fonctionné un petit peu moins. Ensuite, dans le deuxième encart, on peut voir les performances, mais par mots-clés cette fois. Donc, c'est là où on va pouvoir déterminer les mots-clés intéressants ou ceux qui le sont moins. Et peut-être ceux qui coûtent trop cher par rapport à ce qu'ils rapportent, hein, surtout. Mmh. Puis là, voilà, j'ai mis encore 4 encarts supplémentaires. On peut voir l'annonce la plus diffusée. Donc, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ce concept-là, mais Google a encore un autre algorithme dans sa partie annonce qui permet en fait de déterminer quelle est votre annonce la plus efficace, quelle est celle qui génère le plus de clics. Donc, quand vous allez créer votre campagne, vous allez prévoir plusieurs annonces différentes. Elles vont tourner l'une après l'autre, hein, aléatoirement, pour faire des essais et voir quelle est la plus intéressante. Et ensuite, ils vont pouvoir déterminer quelle est celle qui va être la plus diffusée, vu que c'est celle qui rapporte le plus. Donc, ici, ça permet de la mettre en avant. Et puis, on voit d'autres petits indicateurs comme la répartition des appareils utilisés pour voir vos annonces. Donc là, on voit que ça a été surtout un impact sur mobile. On peut voir quelques données démographiques aussi et voir un petit peu les différences entre le réseau de recherche et le réseau display, voir lequel a été le plus performant entre les deux. On a une question de Marie-Maxime qui demande si on voit qu'une annonce ne fonctionne pas, est-ce qu'on peut l'interrompre avant la fin de la campagne? Oui, alors totalement. Si je reviens totalement en arrière, je reprends simplement cet exemple-là pour imager. Vous allez pouvoir mettre en veille ou supprimer chacun des 3 niveaux qu'on voit ici. C'est-à-dire que votre campagne, vous voulez la mettre en pause entièrement, vous pouvez la mettre en veille directement à ce niveau-là. Par contre, il y a une seule annonce que vous voulez supprimer ou mettre en veille pour la réactiver plus tard, vous pouvez également le faire, tout en laissant le reste de votre campagne active. Ok. Voilà, bah, là, on a fini sur le sujet Google Ads, qui est déjà assez, Copieux. assez complet. complet. Je ne sais pas si c'est l'occasion de faire un petit appel aux questions, si certaines personnes Ouais. veulent revoir un ou deux points, ou si dans l'ensemble, c'est compris. Est-ce que vous avez des questions sur la campagne, les campagnes Google? Allez-y, c'est le moment. Alors, ouais, on a Virginie qui est une fidèle. Quand on supprime une annonce, est-ce qu'elle reste quand même en historique? Alors oui, on voit toujours l'historique de l'annonce, ouais. En effet, pour pouvoir accéder aux différentes statistiques, et cetera, on peut toujours la retrouver. Elle se clone? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait fait une campagne à Noël, Noël 2021 et qu'on la récupère sur Noël 2022? Oui, en effet, ben, justement, tout ce qui est duplication dans le système de Google Ads, c'est très intéressant parce que ça permet, dans notre manière de fonctionner, je ne vais pas rentrer non plus Ouais. dans le détail, hein, mais on a par exemple dans un groupe d'annonces, on va pouvoir générer 4 annonces différentes qui vont être quasiment les mêmes pour un type de produit différent dans un autre groupe d'annonces, ben, plutôt que de recréer les annonces une par une, eh ben, je vais faire directement dupliquer le groupe d'annonces. Ouais, ouais. Et là, ça va me récupérer tout ça. En fait, ils permettent de dupliquer encore une fois sur les 3 niveaux
tous les éléments de la campagne Google, que ce soit la campagne, le groupe d'annonces ou l'annonce. Cool. Allez, envoie Facebook. Allez, c'est parti. Ah, je vois une petite question là dans le chat. Google AdWords, c'est Google Ads. Alors, en effet, Google Ads, c'est le nouveau nom de Google AdWords, tout simplement. Alors, on va passer donc sur Facebook Ads cette fois. Donc, j'ai pris le nom Facebook Ads, mais c'est un petit peu particulier. Ils sont un peu en train de se chercher en ce moment. C'est un peu méta, c'est un peu Meta Ads. Ensuite, ça repasse sur Facebook Ads. Enfin, on ne sait plus trop. Donc, voilà, je vais parler un peu de Meta, un peu de Facebook Ads. Ouais, c'est Facebook, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on voit que le groupe Meta, pour ceux qui ne le savent pas, possède aujourd'hui 2 des plus gros réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier de présenter celui-ci aujourd'hui, parce que Facebook Ads, c'est quand même près de 3 milliards d'utilisateurs par mois qui sont potentiellement ciblables. Donc, encore une fois, dans l'optique où vous faites de la publicité partout dans le monde, ce qui n'est jamais le cas, mais en tout cas, c'est un potentiel de 3 milliards d'utilisateurs. Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que, contrairement aux moteurs de recherche, les gens restent sur un réseau social. On a quand même 33 minutes par jour en moyenne par utilisateur sur le réseau social. Et enfin, on a quand même plus de 200 millions d'entreprises présentes sur tout le réseau Facebook. Donc, c'est pour dire à quel point les entreprises ont compris l'intérêt aussi d'être présents sur ces réseaux. Donc là, on va passer sur une petite différenciation de concepts sur Facebook Ads. Pour ceux qui utilisent un petit peu Facebook, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont essayé de faire un petit peu de publicité parce qu'ils amènent assez intelligemment tout ça. Je pense que dans la plupart des cas, vous avez fait ce qui s'appelle un boost. Donc, on va voir ensuite quelle est la différence avec la vraie, entre guillemets, publicité de Facebook. Donc, le boost, à savoir, il va s'afficher uniquement sur le fil d'actualité de l'utilisateur. Donc, ça va être comme une publication d'un des amis de son réseau, par exemple. On va l'utiliser principalement pour engager votre communauté existante, ainsi qu'éventuellement un petit peu leur entourage. C'est-à-dire que ça ne va pas être le canal à privilégier pour développer une audience et cibler des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Ça va simplement pouvoir peut-être favoriser un petit peu votre notoriété, mais ça va s'arrêter là. Par contre, pour toute la partie publicité, donc, vous avez accès à plusieurs emplacements publicitaires. C'est-à-dire que vous aurez à la fois le fil d'actualité de Facebook ou d'Instagram, mais vous aurez aussi, par exemple, si vous allez un peu sur le site internet de Facebook, sur la droite, vous avez une colonne qui va permettre de lister aussi des annonces. Vous allez pouvoir avoir des annonces sur les vidéos aussi, sur les stories Instagram. Donc, un petit peu à la manière du réseau display, ça permet d'avoir un peu plus de canaux de visibilité. Ce réseau de publicité, il va pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure définition de l'objectif de votre publicité. Ça va permettre aussi, plutôt que simplement développer votre page Facebook ou Instagram, de générer des appels, des visites sur votre site internet, des installations d'applications, etc. Donc, même du contenu extérieur au réseau social. Et donc, tout ça par l'intermédiaire de boutons call to action, donc boutons appeler, visiter le site internet, envoyer un message, etc. Donc, comme je disais, ça permet principalement d'élargir votre audience vers des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Voilà, si je rentre un petit peu dans le détail pour un boost de publication, donc là, c'est sûrement ce que vous avez déjà vu si jamais vous avez déjà une page Facebook. Lorsque vous faites un post, vous allez voir en dessous un petit bouton « Booster la publication ». Ça va permettre d'accéder à cette partie de publicité. Ou alors, vous pouvez directement créer une nouvelle publication et la booster. Si on rentre un petit peu dans le détail du paramétrage, on
on peut définir un objectif au niveau de la publicité. Qu'est-ce qu'on a? Les canaux de diffusion, donc Messenger, Instagram, WhatsApp. Un petit aperçu de la publicité pour voir de quelle manière elle va s'afficher dans le cas échéant sur un appareil mobile. Un petit peu à la manière de Google, on va pouvoir aussi définir notre audience. C'est pour ça que je vais passer assez rapidement sur le sujet Facebook, c'est qu'on va avoir beaucoup de similitudes finalement par rapport à Google. Donc, on définit l'audience en fonction de l'âge, des données démographiques, en fonction de la localisation aussi. Et ça nous donne une estimation de la taille de l'audience par rapport aux réglages qu'on a effectués. Vous pouvez rentrer aussi un peu plus dans le détail, enfin non, justement, un petit peu moins dans le détail. Si vous voulez simplement cibler, par exemple, les personnes qui aiment votre page. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le simple fait d'avoir une page Facebook et de poster dessus, ça ne veut pas dire que tous les gens qui vous suivent vont voir ce que vous postez. Alors, c'est un petit peu spécial comme concept, c'est un petit peu traître. Au début de Facebook, c'était pas comme ça, je vous le dis tout de suite, mais bon. En fait, on a des statistiques qui estiment que sur des grosses pages, on a peut-être 10% de votre audience qui va voir un post que vous allez poster là à l'instant T. Donc ça reste quand même, voilà, si vous avez 100 000 personnes qui vous suivent, il y en a 90 000 qui ne vont pas voir ce que vous avez posté, ce qui est un peu dommage. Ah ouais. Ouais, ça surprend toujours quand je dis ça, mais Ah bah oui, parce que du coup, ça revient un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure avec Google, c'est-à-dire que là, en gros, si tu payes pas, on ne te voit pas, quoi, en fait. C'est là que Facebook est un peu moins correct, je trouve. Donc pareil, j'espère qu'il n'écoute pas. On ne l'a pas invité non plus. Marc n'était pas disponible. Oui, mais même quand on ne l'invite pas, il s'invite tout seul des fois. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Vos posts ne seront pas forcément visibles à toute votre communauté, sauf si vous arrivez à générer un gros engagement avec des personnes qui visitent votre page très régulièrement, mais ça reste des cas assez rares, on va dire. Voilà. Ou alors, on peut développer un petit peu l'audience sur les personnes qui aiment votre page ou des personnes aussi qui sont similaires, qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt, etc. Voilà. Mais tout ça pour éviter d'avoir à définir une audience très précise. Donc, je déconseille quand même fortement de passer par ce canal-là parce que je trouve que c'est mieux d'avoir une cible concrète qui est vraiment pertinente à votre activité ou au produit que vous vendez, plutôt que de laisser Facebook choisir limite à votre place qui va voir les éléments. Par contre, ce qu'ils font de bien chez Facebook, c'est que vous avez quand même une estimation de budget concrète tout en ayant une estimation de résultats associés. Là, comme on peut le voir dans le petit visuel sur la droite, sur une petite campagne de 7 jours, je me dis, tiens, je vais mettre 2 € par jour, donc ça représente un budget de 14 € et je vais pouvoir toucher, donc c'est une fourchette, encore une fois, on ne peut pas dire un nombre exact, mais entre 114 et 329 personnes par jour. Voilà, ce qui reste assez correct, on va dire, par rapport au budget dépensé. Donc là, je vais passer un peu plus sur la partie publicité, qui est plus complexe, mais finalement, on va quand même passer très rapidement dessus parce qu'il y a d'énormes similitudes avec Google Ads. Donc, je ne vais pas faire de la redite, on a déjà vu les concepts principaux. Donc, les prérequis pour créer une publicité, ça va être d'avoir une page Facebook et Instagram. Ça, c'est obligatoire. Et puis, de paramétrer son compte Meta Business Suite. Donc, là, j'ai utilisé le terme Meta, mais voilà. Meta, ouais. Facebook, pareil. C'est Facebook et Instagram, parce que tu viens de dire ça, c'est Facebook et Instagram ou on peut avoir l'un ou l'autre? On peut faire un seul, mais honnêtement, aujourd'hui, il faut faire les deux. Okay. Aujourd'hui, il faut faire les deux. C'est le fait d'en prendre un seul, c'est vous limiter en termes d'audience. Pour moi, l'un ne va pas aller sans l'autre. Ça prend pas plus de temps. Vous pouvez faire concorder les comptes. Par exemple, vous allez faire un post sur Instagram qui va être posté automatiquement sur Facebook. C'est totalement faisable et gratuitement. Donc, autant profiter justement de ce double canal, on va dire, pour élargir votre audience.
Et donc, dans le paramétrage du compte Meta Business Suite, ça va être tout ce qui est information sur votre société principalement, hein, pour montrer que vous êtes un vrai établissement avec numéro de SIRET, adresse, etc. Voilà. Je passe quand même très rapidement dessus. Et donc là, si on passe sur la structure d'une publicité à proprement parler sur Facebook Ads, on voit qu'on retrouve quand même plus ou moins le même type de structure que chez Google. Ouais. On peut créer plusieurs campagnes. Ensuite, on va avoir plusieurs ensembles de publicités donc, qu'on peut lier à des groupes d'annonces, hein, comme sur Google. Et enfin, plusieurs annonces dans chacun de ces groupes. Je vous présente rapidement l'interface pour créer une campagne de publicité. Donc, on voit que c'est totalement différent que la partie Boost qu'on a vue précédemment. Mais par contre, ça va se rapprocher un peu plus de l'interface de Google. Donc, vous allez créer votre campagne et là, tout de suite, vous allez devoir choisir un objectif de campagne. Donc, soit vous allez vouloir développer votre notoriété, ou alors développer un peu plus le trafic vers votre site internet, par exemple, générer des interactions, que ce soit un appel ou un envoi de message directement via la messagerie Facebook, par exemple. Puis on peut voir aussi également la génération de prospects, la promotion d'une application ou la génération de ventes aussi. On peut mettre un lien directement vers un produit aussi. Quel est l'intérêt de ce truc-là? C'est juste de se dire l'objectif, hein, de définir l'objectif, ça sert qu'à ça? Alors ça permet un petit peu de, comment dire, de cibler les outils qui vont être proposés lors du paramétrage de la campagne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans une campagne de notoriété, c'est simplement la visibilité qui va vous intéresser. Donc on va simplement mettre un visuel, un texte associé ou une vidéo, ou voilà. Par contre, dans l'optique d'une interaction, on va pouvoir avoir un bouton Call to Action, envoyer un message directement sur la publicité diffusée. Ce qui là va permettre en un seul clic de prendre contact avec vous, plutôt que d'aller sur votre site internet ou sur votre page Facebook et ensuite de prendre contact avec vous. Là, on a une interaction directe. Pareil pour l'objectif de vente, ben, ça permet d'accéder directement à la page d'achat de votre produit plutôt qu'à votre page de présentation d'activité. Voilà, donc en rentrant un peu plus dans l'interface. Je te laisse faire la lecture, j'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo là, et j'arrive pas à lire. Oui, après l'idée, c'est pas de lire entièrement Ouais. ce qui est mis, hein. Donc là, sur la gauche, on voit tout ce qui est objectif de campagne, hein, donc c'est un petit peu ce qu'on voyait juste avant. Si on veut faire du trafic vers le site web ou générer des prospects via Messenger, par exemple, pour une prise de contact direct, ou générer des appels aussi, un petit peu comme l'extension d'appel sur Google, d'avoir un bouton appeler directement sur votre annonce. Ensuite, on passe sur la partie coût et planification, donc qui ressemble à celle du Boost, où là, vous allez déterminer un budget quotidien et vous allez avoir une estimation en fait du nombre potentiel de personnes que vous allez pouvoir cibler. Et enfin, tout à droite, vous allez pouvoir déterminer votre audience. Donc là, pareil, je passe encore une fois rapidement parce que c'est à peu de choses près exactement la même chose que sur Google. Sauf que vous avez quelques petites fonctionnalités supplémentaires quand même. Vous allez pouvoir intégrer directement un fichier clientèle, par exemple. Ah ouais. Ouais, Ah, donc ça, je me l'étais laissé dire. Donc là, en fait, on peut remonter les adresses mail de nos clients et à ce moment-là, la pub n'apparaîtra que pour nos clients, en fait, finalement. c'est ça, hein. Ah, c'est Alors génial. après, oui, il est possible de faire une audience du coup qui va concerner le fichier clientèle existant, et puis ensuite une audience de ceux qui ont visité mon site internet. Je vais en parler un petit peu après. Et puis ensuite créer une campagne qui va cibler ces deux audiences, par exemple. Ouais, Donc, ça peut être cool parce que ça peut donner, en fait, on parlait de notoriété tout à l'heure, ça peut donner, en fait, sans trop que ça coûte une fortune, ouais, ça peut donner l'impression à nos clients qu'on fait une pub sur Facebook parce que finalement, le client va voir la pub, alors en fait, elle est que pour un nombre limité de personnes, quoi, en définitive. voilà, c'est ça. Là, Ah c'est ouais. l'idée du remarketing, c'est que la personne vous connaît déjà, on sait qu'elle vous connaît, vous avez ses coordonnées
abonnés, eh ben, on la recible à nouveau pour qu'elle entende à nouveau parler de vous. Voilà, donc je passe un peu rapidement sinon sur les autres concepts. Je reviens juste là-dessus parce que ça me chatouille là. Ouais. Donc là, le fichier clientèle, il se fait d'après quoi? Les adresses mail, j'imagine? Tu remontes les Oui, adresses mail? alors de tête, hein, ça fait un moment Ouais, qu'on n'en a pas intégré, mais c'était adresse mail et numéro de téléphone. Heu, je crois pas que le nom rentrait en compte, mais voilà, c'est les 2 données importantes qui sont prises en compte pour pouvoir faire la liaison avec le compte Facebook le compte associé, justement, Facebook, ouais. pour ensuite pouvoir afficher la publicité à l'audience choisie. Ouais, c'est bien comme ça que je le voyais. OK, ouais. Voilà. Voilà, et ensuite on a toute la partie qui est ici, donc un peu petite, hein, je m'excuse, mais qui concerne les métasources. Donc c'est simplement pour cibler les personnes qui ont déjà vu vos contenus, en résumé, hein, qui ont déjà vu les contenus que vous avez postés, que ce soit de la vidéo. On a aussi des expériences de réalité augmentée qui ont déjà visité votre compte Instagram, etc. Voilà, c'est encore une fois pas mal en stratégie remarketing. Donc là, on voit les piliers d'une bonne stratégie Facebook Ads. Donc on a la cible, l'offre et la publicité. Encore un petit peu plus ce que j'entends par là. Donc pour la cible, c'est tout ce qui concerne votre audience. Vous allez avoir 3 critères principaux que sont l'âge, le genre et les centres d'intérêt. Je l'ai noté en gros ici, je pense que celui-ci est lisible. C'est un Ça va. pilier. C'est un pilier qui est de moins en moins important. Alors pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y prêter attention. C'est plus dans le sens qu'il faut rester assez ouvert quand vous allez définir votre audience. Parce que Facebook aujourd'hui développe aussi des algorithmes. Décidément, ils en font tous, hein, des algorithmes aujourd'hui, qui va permettre de détecter plus ou moins automatiquement qui va être intéressé par ce que vous proposez comme service ou comme produit. Ce qui fait qu'il vaut mieux rester sur une audience assez large que Facebook va optimiser automatiquement, plutôt que sur une audience déjà restreinte de base qui ne va pas être optimisable finalement. Donc c'est pour ça que ça reste un pilier, mais quand même moins important que les deux autres dont on va parler. Donc là, on passe sur le pilier de l'offre. Donc j'ai pris deux cas différents, le e-commerce et tout ce qui est génération de prospects ou alors achat en direct, ça peut fonctionner aussi. Pour le e-commerce, 90% du temps, vous allez mettre en avant un produit. Donc là, ça va être du visuel produit ou de la vidéo de présentation produit, etc. Quelque chose d'assez professionnel. Pour tout ce qui est génération de prospects, c'est un peu plus compliqué. Il faut créer de l'intérêt, il faut engager le contact, mais sans être trop intrusif non plus. Et idéalement, il faut récupérer les coordonnées pour ensuite pouvoir générer des ventes par la suite. Donc dans le e-commerce, comme je disais, il faut donner une image professionnelle dans les visuels que vous allez mettre en place et rassurante. Il faut qu'on se rende compte que vous avez une vraie entreprise, que vous êtes un pro et que c'est pas moi dans ma chambre qui fait des petits produits comme ça et qui prend en photo avec l'appareil photo de ma sœur pour mettre en avant. Non, il faut que ce soit quand même travaillé. On parle d'achat. Il faut gagner la confiance de l'utilisateur. Et par contre, alors là, ça surprend tout le monde en général, Ouais. pour la génération de prospects, c'est tout l'inverse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose entièrement à l'arrache et très moche, voilà. Mais par contre, il faut faire quelque chose de très humain, c'est-à-dire que lorsque votre publicité va apparaître, il faut limite que votre prospect potentiel, il ait l'impression que c'est un ami à lui qui a posté. Il faut que ce soit très accessible finalement. On va avoir des visuels qui sont un petit peu travaillés, mais pas trop non plus. Il faut que ça reste à la portée de tout le monde. Ça va permettre de créer cette relation de confiance justement pour pouvoir générer les prospects derrière.
Ouais, les artisans sont très forts dans ce genre de truc parce que c'est leur ADN finalement, le côté humain, donc ça ne devrait pas trop poser de problème, j'imagine. Oui, ça devrait aller, Mmh, je fais mmh, entièrement confiance. ouais. Donc, en creusant un petit peu plus la publicité, donc, on va pouvoir mettre en place des visuels, des vidéos, des textes associés, etc. Mais ce qu'il faut impérativement faire, c'est de permettre les tests par l'algorithme Facebook. Alors, je m'explique, parce que là, c'est sûrement pas très parlant. Vous allez pouvoir déterminer plusieurs annonces différentes, avec un visuel différent, avec une vidéo différente, un texte différent. Et ensuite, Facebook, de son côté, une fois que la campagne est lancée, va évaluer les performances de chacune de ces annonces. C'est-à-dire que la première fois, l'annonce A va sortir, la deuxième fois, l'annonce B va sortir. Et en faisant les statistiques, on voit laquelle génère le plus de ventes ou de clics sur l'annonce. Ensuite, il faut miser plus sur le visuel que sur le texte en lui-même. Ce qui va accrocher l'attention de l'utilisateur, c'est le visuel que vous allez poster. Vous avez beau gratter un texte ultra intéressant pour vanter les mérites de votre produit, si votre visuel n'est pas accrocheur, vous avez de fortes chances que l'utilisateur passe à côté. Une image vaut 1000 mots. Exactement. Mmh. J'ai presque envie de dire aujourd'hui, même une vidéo, c'est ce qu'il y a de plus Ouais. intéressant. La vidéo aujourd'hui, c'est ce qui attire l'attention le plus. Surtout sur Facebook, hein, si vous Mmh. l'utilisez, vous scrollez sur votre téléphone et d'un coup, une vidéo, elle se lance toute seule, hein. Donc, vous n'avez pas le choix d'être d'être plus ou moins accroché par ça. Et ensuite, une préconisation que je peux donner, c'est de limiter le plus possible les textes dans le visuel de l'annonce. Alors pourquoi? C'est parce que Facebook le détecte et plus il y a de texte dans le visuel, plus votre annonce va vous coûter cher. Ah ouais. Donc ouais, ouais, ouais. Donc on préconise en fait d'avoir un maximum en répartition sur votre poste, d'annonce, 20 de texte et tout le reste en visuel. Alors en contenu ou en taille, tu veux dire? En taille. En taille, ouais, d'accord. Alors ensuite attention, hein, faut bien différencier le texte qui est sur le visuel et le texte qui sera en dessous sur votre Mmh. post. Donc là, je parle bien du texte sur le visuel. Ensuite, dans Ah le ouais, post, vous d'accord. pouvez écrire autant que vous voulez, c'est pas un problème. Mais c'est pas lu. C'est très rarement lu, Ouais, donc ouais. après, il faut quand même en mettre pour ceux qui lisent, parce qu'il y en a, mais il faut quand même miser plus sur le visuel. Et là, je passe rapidement aussi sur un dernier concept qui est intéressant chez Facebook, c'est la création d'un pixel Facebook. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. David, je ne sais pas si ça te parle, toi, Alors, ouais, si je vois à peu près, mais ça peut être bien que tu refasses un rappel, ouais. Ouais. Alors en fait, je vais lire simplement la définition, hein. Le pixel Facebook, c'est un morceau de code que vous placez sur votre site internet. Donc, si tant est que vous en avez déjà un, hein, parce qu'il y en a qui font aussi uniquement du réseau social. Mais si vous avez un site internet et que vous voulez faire du marketing sur les réseaux sociaux, il faut impérativement créer un pixel Facebook. Donc, il vous permettra de suivre les conversions générées par vos publicités Facebook, d'optimiser les publicités en fonction des données recueillies, de construire des audiences ciblées pour vos futures publicités et de recibler les leads qualifiés, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà effectué une action sur votre site web. Donc là, on est de nouveau dans une stratégie de remarketing, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà visité ou effectué des actions sur votre site, on va pouvoir les recibler derrière dans les annonces pour essayer de les pousser à la vente, justement, enfin à l'achat plutôt. Donc en résumé, sur la partie Facebook Ads, on a quand même un fonctionnement qui est très proche de celui de Google Ads, mais qui reste propre au réseau Meta finalement. Et on a aussi un grand réservoir de prospects potentiels si la cible visée se situe bien sur ces réseaux. Comme on en a parlé rapidement tout à l'heure, si vous ciblez des adolescents, c'est peut-être pas le réseau à privilégier aujourd'hui. Par contre, si vous visez une cible, je ne sais pas, 25-50 ans, c'est à peu près
la tranche où il y a le plus d'utilisateurs sur ces réseaux-là, Facebook et Instagram. Là, ça peut être très intéressant de se pencher sur la question. Et on arrive au bout de la présentation. Top. Il y a Christelle qui demande comment fait-on pour mettre un pixel Facebook ou comment on fait pour... Alors, pour le pixel, en fait, il va déjà falloir donc le paramétrer dans votre compte Facebook Ads. Vous allez créer un pixel en fait dans l'interface et ça va vous générer un petit code en fait qu'il faudra intégrer dans une page de votre site internet. Donc ça, tout dépend comment est construit votre site. Si vous avez un site sous le système WordPress, par exemple, vous avez des extensions qui permettent de faire la connexion directement à votre pixel sans écrire une seule ligne de code. Par contre, si vous avez un site fait plus ou moins à la main ou qui utilise un système un peu moins répandu, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de faire appel à un développeur pour pouvoir modifier votre site internet et y intégrer ce code de pixel. Est-ce que le relevé statistique, enfin le suivi statistique, il est fait chez qui? Chez Facebook, du coup, alors? Oui, exactement, oui. Ouais. Oui, là, c'est Facebook vraiment qui permet de lister qui a été confronté à ce fameux pixel Facebook. Ouais. Et donc après, il mesure ce qui s'est affiché sur le site internet en question où le pixel est posé, quoi, en fait, c'est ça? Voilà, en fait, le pixel va permettre de déterminer à la fois les visites sur le site, mais aussi toutes les actions. Par exemple, mettre un produit dans le panier sur un site e-commerce ou consulter une certaine page. Ça va permettre vraiment d'avoir tout un panel de statistiques pour ensuite voir quels sont les prospects qualifiés. Ah, c'est parce que Muriel m'accusait de menteur que je faisais semblant de connaître le pixel. Donc c'est pour ça que je lui mets une petite couche, elle est planquée. Ah, tu sors ta tanière, toi. Ah bah oui, non, mais maintenant tu parles de moi. Faut bien. Ok, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. On est, enfin surtout Maxime, parce que moi j'y connais pas grand-chose. Maxime est à votre disposition pour vous répondre aux questions qui resteront en suspens. Alors, y compris sur ce qu'on a pu voir avant sur Google, n'hésitez pas, il nous reste à peu près 3-4 minutes, donc profitez-en. Alors, dans le moyen de paiement sur Facebook, oui, dans le moyen de paiement sur Facebook pour une pub, c'est indiqué pixel, aucun pixel. Ça veut dire quoi? Je pense que vous n'avez pas déclaré votre pixel Facebook dans l'interface. En fait, il faut d'abord le déclarer au préalable dans la Meta Business Suite pour ensuite pouvoir utiliser ce pixel dans vos campagnes. Alors, pour répondre à Marie, je travaille chez 11h11 Design et Communication à Belfort. Bon. Je pense que c'était clair. Tout le monde. Oui, je crois. Ouais, Pas trop de questions, donc ça a l'air d'aller. bon, super. Bon, écoutez, on va mettre fin à ce webinaire. Maxime, un grand merci pour cette présentation qui était d'une clarté mais absolue. Grand merci, c'était super bien complet. Il y avait vraiment tout. C'était vraiment top. Merci beaucoup. Je confirme. Merci. C'était une première pour moi de faire un webinaire, donc merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, on refera ça sans problème. Juste vous dire qu'on termine la semaine du numérique. Demain à 9h, on a un webinaire sur les métiers d'art. Et demain après-midi, 14h, créer les vidéos pour vos réseaux sociaux, donc sur les stories réelles. Donc voilà, on terminera la semaine du numérique là-dessus. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Maxime, merci Muriel. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.